C'est Najat Vallaud-Belkacem, commentaire sur ce que vous connaissez bien sûr cette situation Hugo dramatique. Clément met le doigt sur un sujet qui est très important pour notre discussion, c'est-à-dire en gros la récolte mondiale en fait. Où est-ce qu'on en est que devient cette récolte concrètement aujourd'hui? Par exemple, si on prend la production de céréales, on se rend compte qu'on a triplé notre production de céréales à l'échelle mondiale par rapport aux années 60, alors que la population n'a que doublé. Donc, est-ce que c'est bien normal de produire autant? Et vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, Dominique, à l'instant, il y a une partie de cette production, à peu près 60%, qui va à l'alimentation humaine, il y a une partie, à peu près 35%, qui va à l'alimentation donc animale pour voilà, servir à nouveau à la nourriture humaine. Et puis, il y en a 5% à peu près qui servent à la production de biocarburants ou de textiles. Donc, la question c'est, est-ce que cette surproduction est utile finalement au bien-être des hommes, des femmes et des enfants sur cette planète? Or, comme vous le savez, c'est notre sujet central pour nous. Vous avez encore aujourd'hui 25 000 personnes qui meurent de faim par jour. 25 000 personnes par jour qui meurent de faim alors qu'on a cette surproduction. Donc, dont on peut supposer, hélas, qu'il va augmenter. Absolument, puisque je vous le disais, on de la crise alimentaire, de la crise sanitaire. À avoir 120 millions de personnes supplémentaires qui tombent dans l'extrême pauvreté. Juste pour que tout le monde ait bien les choses en tête, 120 millions de personnes supplémentaires qui cette année tombent dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire 2 fois la population française. Bon, donc je reviens à ces 25 000 personnes qui meurent de faim par jour. On se dit, mais comment est-ce qu'on n'est pas capable de partager les productions, la nourriture, de façon suffisamment équitable pour éviter cela? Et à côté de cela, comme vous le savez, vous avez un gaspillage de ces productions de nourriture qui est absolument considérable. On estime que c'est 1/3 de la nourriture qui est produite, qui est jetée, gaspillée, perdue. Or, avec ces 1/3 de nourriture qui est gaspillée, en réalité, on pourrait très facilement nourrir tous les gens qui sont dans la faim. Pas simplement les 25 000 qui meurent par jour, mais les 800 millions qui sont sous-nutris. Donc, c'est ça qui est incroyable et c'est pour ça que cette réflexion doit absolument avoir lieu. Évidemment, les solutions, on comprend vite qu'il faut mettre fin à un certain nombre de mécanismes absurdes comme ceux que vient d'évoquer Hugo, à la concentration économique du pouvoir. Il faut rendre plus accessible l'accès à la terre, on va en parler tout à l'heure, et notamment d'ailleurs des femmes dans un certain nombre de pays en développement. Enfin, voilà, donc les solutions sont là, mais il faut passer à l'action. Avec un autre point aussi, changer de modèle, le mot est très vaste, mais déjà changer d'alimentation, réduire la consommation de viande. Je voudrais juste faire allusion à un article qui vient de sortir, je crois que c'était au mois de juin qu'il est paru, d'une revue scientifique, Nature. Je le dis en anglais, Nature Sustainability, c'est-à-dire vraiment comment on peut, durable, hein, en réalité, nature durable. Et les chiffres sont tout à fait impressionnants, je voulais que vous les commentiez, Hugo Clément également. Des chercheurs, donc ces chercheurs ont montré que passer à l'alimentation végétale permettrait de stocker 25 années d'émissions fossiles, c'est-à-dire celles qui nous font tant de mal. Une marge de manœuvre qui serait multipliée par 3 pour ne pas dépasser les fameux 1,5% de réchauffement à l'horizon 2100, malheureusement un objectif qui semble aujourd'hui à peu près inatteignable, mais en tout cas pour réduire très drastiquement la difficulté. C'est donc vraiment, sans parler du problème sur la biodiversité qui font, on vient de l'apprendre il y a quelques jours, de manière très, très spectaculaire, hein, près de 70% entre 70 et 2016. Hugo Clément ou Najat Belkacem sur cette réduction de la consommation, ça fait partie aussi des combats que vous menez, même si vous intervenez pour Najat beaucoup dans les pays en développement et pour Hugo beaucoup sur les questions animales. Mais pour compléter ce que disait Madame la Ministre, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête effectivement que 70% de la surface agricole mondiale aujourd'hui, selon la FAO, est monopolisée par l'élevage. Et l'élevage, il nourrit qui? Il nourrit les pays riches. C'est-à-dire que quand vous prenez un Français moyen, c'est 86 kilos de viande par an et par personne. Vous prenez la moyenne en Afrique, c'est 15 kilos par an et par personne. Donc l'élevage intensif aujourd'hui, qui prétend, pour se défendre, nourrir la planète, c'est souvent l'argument qu'on entend, oui, mais il faut bien nourrir la planète. En fait, c'est faux. L'élevage intensif au niveau mondial, il nourrit des pays riches qui mangent déjà trop de protéines, qui ont une proportion de personnes en surpoids qui est très importante. 55% des Français sont en surpoids, 45% des Françaises. Donc,
c'est un système absurde. Je trouve que le mot qu'utilisait Najat Vallaud-Belkacem est très vrai. C'est qu'on monopolise la surface agricole mondiale pour produire de la viande qui va nourrir des gens qui sont déjà trop nourris, au détriment de gens qui auraient besoin de production céréalière, de production végétale pour se nourrir et qui, eux, sont sous-nourris. Donc c'est un système qui marche sur la tête, qui n'a aucun sens. Et donc je pense qu'il faut vraiment y mettre fin. Et le consommateur a un rôle clé à jouer. On le dit, on le répète, toutes les études scientifiques qui se succèdent le disent, il faut manger moins de viande, il faut réduire de manière très importante sa consommation de viande. Alors moi, je suis végétarien, d'autres vont encore plus loin, sont véganes. Je ne pense pas que tout le monde soit prêt à prendre ces décisions-là. Je ne pense pas que ce soit indispensable que tout le monde devienne végétarien, en tout cas d'un point de vue impact climat, parce qu'après, on pourrait parler de l'éthique et de la production animale, mais c'est un autre sujet. D'un point de vue environnemental, climatique, et de biodiversité, parce que l'élevage est le premier facteur de perte de biodiversité, et la pêche est le second. Il faut qu'on réduise drastiquement cette consommation de produits animaux. On ne peut pas éviter le mur vers lequel on va en continuant le niveau de consommation actuel. Tous les scientifiques le disent. Donc à un moment donné, on a besoin d'action, on a besoin que les citoyens, eux, et de plus en plus le font, refusent d'acheter les produits qui viennent de l'élevage intensif, se tournent vers des productions plus respectueuses, plus locales. Le local, c'est très important. Mais la production locale, par exemple de viande en France, si votre viande en France, elle est nourrie avec des céréales qui viennent de l'autre bout du monde, avec du soja qui a été planté à la place de la forêt amazonienne, ça n'a pas de sens non plus. Donc il faut une production locale, nourrie avec des céréales et des végétaux locaux aussi. Et il n'y en a pas beaucoup, en fait, de la viande comme ça. Quand vous allez au supermarché, quand vous allez à la boucherie, on va dire que 80-90% de ce qu'on vous propose, c'est de la viande qui vient de l'élevage intensif. Donc il faut qu'on remette en cause ça, il faut que les États... Et donc nourri, comme vous l'avez dit, par le soja qui vient de beaucoup plus loin. Juste encore un point sur cette étude, je voudrais que Najat Vallaud-Belkacem, et que nous allions un peu vers les pays africains aussi, qu'elle connaît bien sur ces questions alimentaires. Juste encore un point sur cette étude, les agriculteurs, et on peut comprendre qui discutent beaucoup sur ces questions, disent que quelque part quand même, ils peuvent être, je les cite, refroidisseurs de climat en séquestrant dans les prairies le carbone. C'est certainement vrai, mais les mêmes scientifiques, donc de l'article dont je parlais, disent que cette réponse ne résiste pas à l'analyse, car les forêts sont bien plus capables de stocker beaucoup plus, peut-être 3 à 4 fois plus de carbone que les prairies. Juste pour ajouter ce point-là, Najat Vallaud-Belkacem, on parle de l'alimentation des pays riches pour arriver à une situation alimentaire beaucoup plus... Oui, mais si vous me le permettez, ce qui se passe dans les pays riches, dans nos pays, évidemment, me concerne tout autant. Et d'ailleurs, je me souviens avoir beaucoup travaillé dans mes précédentes fonctions, puisque j'étais dans le secteur privé et dans une entreprise qui s'appelle Ipsos, dans laquelle on menait beaucoup d'enquêtes nous permettant de mieux comprendre les mouvements du monde. Et j'ai beaucoup travaillé sur la question notamment du surpoids dans les pays riches. Et donc, je veux rebondir là-dessus, parce qu'il faut bien comprendre, et c'est d'ailleurs uniquement comme ça qu'on embarquera le plus grand nombre de citoyens avec nous dans la nécessité de la solidarité internationale et du changement de modèle. Il faut bien comprendre que ce mode de fonctionnement absurde qu'on vient d'évoquer ne rend pas heureux les habitants des pays riches non plus. Quand on est en surpoids, quand on a une alimentation qui nous est proposée à moindre coût, mais qui est trop riche en gras, trop sucré, etc., c'est pas une bonne chose. Dans un mode de vie qu'on sait de plus en plus immobile, donc où on fait moins de sport, donc ça crée un certain nombre de problèmes de santé. Et je pense qu'en réalité, l'une des choses que les pouvoirs publics devraient faire davantage, c'est communiquer aussi à l'attention de leurs citoyens dans les pays riches sur le fait que ce système n'est pas viable pour eux non plus. Donc une fois qu'on a dit ça, j'en reviens à votre question. Le vrai sujet aussi aujourd'hui, c'est la place de l'agriculture dans le monde, en fait. On sait que dans les pays en développement, pour revenir à cela, cette agriculture, elle permet de vivre à près de 80% de la population des pays pauvres, dont c'est le principal revenu. La question, c'est comment se fait cette agriculture ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être satisfait de la façon dont elle est encore trop accaparée ? Je parlais tout à l'heure des rapports de pouvoir, à qui appartient la terre, parce qu'il ne suffit pas de travailler la terre pour être en sécurité. Donc, accaparée par certains, soumise aux aléas et aux aléas climatiques en particulier. Et on sait que le changement climatique va être un péril
très important sur cette agriculture qui pourtant permet finalement de sortir de la pauvreté un certain nombre de gens. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas penser la faim dans le monde sans penser la question du changement climatique et la question de nos modèles. L'occasion peut-être de parler des femmes un peu plus précisément. Sans doute Hugo Clément va nous en parler aussi là où il se trouve et puis il doit observer à peu près les mêmes choses que vous. Vous avez une belle formule à One, vous dites la pauvreté est sexiste. Les femmes en sont les premières victimes. Mais bien sûr, mais de tout point de vue. Puis alors vraiment le Covid-19, sur lequel d'ailleurs avec Sandra Logier, qui est une philosophe, on vient d'écrire un petit livre qui s'appelle « La société des vulnérables, leçons féministes d'une crise ». Cette crise du Covid-19, le confinement, ce qui se passe dans les pays les plus pauvres, nous a inspiré cette réflexion. Malheureusement, à chaque crise, la situation des femmes se dégrade considérablement et on perd des décennies de potentiel progrès sur le sujet. On repart en arrière sur les quelques progrès qui avaient été accomplis. Absolument. Et en fait, on le voit d'un point de vue économique, c'est-à-dire qu'en réalité, si vous prenez les pays en développement, prenons cela, la situation économique des femmes, elles sont souvent soit sans emploi, soit dans une activité informelle, soit en statut de migrante, fait que c'est les premières affectées quand une crise advient. Elles n'ont aucun type de protection sociale. Leur situation à l'intérieur de la famille fait que ce sont elles qui prennent soin des enfants, des personnes âgées, donc c'est les premières infectées aussi. Quand elles sont victimes de violences conjugales, malheureusement, en période de crise, comme on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement dans tous les pays, le nombre de violences conjugales est accru. Elles sont soumises aux aléas agricoles que j'évoquais tout à l'heure, sitôt qu'il y a une crise alimentaire quelconque. Bon. Et à cela, vous ajoutez le fait que finalement tous ces dérèglements climatiques dont on est en train de parler les affectent, elles, en tout premier lieu. En tout premier lieu. Quand vous prenez par exemple... Eh ben oui, le manque d'eau, le manque de ressources. Qui leur incombe souvent d'aller chercher l'eau. Mais quand vous prenez par exemple des épisodes comme le tsunami en Indonésie en 2004, eh bien, les principales victimes ont été des femmes. L'ouragan Katrina, même chose. Pourquoi est-ce que ce sont des femmes? Parce qu'elles sont aussi empêtrées dans des tenues incommodes qui les empêchent de fuir dans certaines situations, qu'on ne leur a pas appris à nager ou à monter aux arbres. Donc, dans ce type de situation de crise, ça manque quand même cruellement. Qu'elles sont auprès, encore une fois, des plus vulnérables, des plus jeunes, des plus âgés, donc elles sont retenues comme cela. Donc, finalement, les femmes sont aussi les premières victimes de la crise écologique. Et ça, on sait que cette crise écologique ne va faire que s'approfondir. Or, ce qui est dingue, et c'est ce qu'on exprime dans ce livre, c'est qu'en même temps, c'est les premières actrices du changement. C'est-à-dire que si on veut vraiment atteindre une société du mieux-être écologique, on le voit dans une forme d'environnementalisme du quotidien, ce sont elles qui prennent soin de la Terre. Oui. Juste une citation, une prédiction, vraiment une prédiction de Simone de Beauvoir, dont on sait à quel point elle a soutenu la cause des femmes. Je cite, « Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. » Nous y sommes avec cette crise sanitaire et écologique dont vous parlez, c'est dans votre livre, La société des vulnérables. Hugo Clément, sur les femmes, peut-être, là où vous vous trouvez, et puis plus généralement. Mais écoutez, moi je ne peux que partager ce que dit Najat Vallaud-Belkacem. Non seulement ce sont les premières victimes, alors que ce ne sont pas les premières responsables. C'est ça surtout moi qui me frappe partout où on va, c'est-à-dire que les personnes qui font du mal à l'environnement, les personnes qui par leur comportement de possession, de pouvoir, de contrôle total sur les choses, que ce soit les arbres ou les animaux, infligent des souffrances et nous mettent toutes et tous dans une situation difficile, ce sont des hommes, quasi exclusivement. J'ai jamais rencontré des femmes braconniers, j'ai jamais rencontré des femmes chercheurs d'or illégaux, j'ai jamais rencontré des femmes trafiquants de bois, j'ai jamais rencontré des femmes qui détruisent volontairement leur environnement immédiat. Alors après, peut-être que ça existe d'ailleurs sûrement, mais on ne va pas se mentir, dans l'écrasante majorité des cas, ce sont des hommes qui causent des dégâts à l'environnement et qui font du mal aux animaux. Donc je ne veux pas en tirer de leçons ou d'enseignements, mais ce qui est sûr, c'est que les femmes, ici par exemple en Amazonie, elles sont au front
Elles sont au front parce qu'elles doivent servir de ciment à des communautés qui sont en train d'éclater à cause de la destruction de leur environnement. Elles sont au front au sens premier du terme parce qu'elles sont les armes à la main dans certaines zones qu'on a rencontrées il y a quelques semaines, les Guajajars, notamment le peuple Guajajar, qui a monté un groupe qui s'appelle les Gardiens de la forêt, qui patrouille les armes à la main dans la forêt pour expulser les trafiquants de bois. Il y a des femmes dans ces Gardiens de la forêt. Les femmes indigènes jouent un rôle très important dans la mobilisation des communautés. Elles organisent des marches des femmes à Brasilia, près des lieux de pouvoir brésiliens, pour aller revendiquer leurs droits, etc. C'est une action indispensable, l'action des femmes indigènes pour la préservation de la forêt. Et en plus de ça, en plus de lutter les armes à la main parfois pour protéger la forêt amazonienne, eh bien, il faut qu'elles continuent à assumer le rôle qui leur est attribué de gérer le foyer, gérer les enfants, comme partout dans le monde finalement. Et c'est vrai que les femmes sont les premières victimes de la pauvreté et des conséquences du changement climatique et de la violence qui s'exerce sur les populations victimes de la destruction de leur environnement et de la biodiversité en général. Ouais. Et elles pourraient peut-être, sans doute, être les premières actrices aussi à réagir si on leur faisait confiance. Ce que dit Hugo Clément m'a fait penser à une chose que j'ai vécue il y a à peu près un an de cela, qui était quand même particulièrement marquante pour moi. C'était exactement il y a un an, puisque c'était à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, donc c'était au mois de septembre à New York, à l'époque où on pouvait encore se déplacer. Et à ce moment-là, je travaillais beaucoup avec la fondation Bill et Melinda Gates, qui s'occupe beaucoup de ces sujets-là. Et la fondation avait décidé de réunir à New York, en parallèle de l'Assemblée générale des Nations Unies, tous les activistes du monde qu'elle soutient pour qu'ils aident à atteindre les fameux objectifs du développement durable. Elle en soutient partout, des gens qui se battent contre justement la déforestation, la violence, bref. Donc elle réunissait 500 personnes à peu près venant du monde entier et qui prennent toutes des risques pour ces combats-là. Je suis entrée dans cet amphithéâtre un matin. Et j'ai vu à quoi ressemblait cet amphithéâtre. C'était extraordinaire. 70% de cet amphithéâtre était fait de femmes jeunes, en gros l'équivalent d'une Greta Thunberg de 16 à 25 ans pour aller vite. Et ça s'est inscrit sur ma rétine parce que c'était exactement le moment où en même temps, sur les ondes françaises notamment, on entendait beaucoup de gens comme Alain Finkielkraut ou d'autres qui s'en prenaient à Greta Thunberg au motif qu'elle n'était pas assez âgée pour comprendre de quoi elle parlait, pas assez autonome, etc. Et en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a deux mondes qui coexistent sans se rencontrer. Il y a le vieux monde, en quelque sorte, celui où on croit vraiment que, parce qu'on est une jeune femme, on n'a pas encore les épaules pour s'exprimer sur pourtant ce qui nous concerne directement. Et puis, il y a le monde des vrais activistes qui prennent des risques au quotidien, parce que c'est pas simple, hein, dans la plupart des pays, ceux que visite Hugo Clément en particulier, d'aller lutter contre le pouvoir. Des risques physiques, évidemment. Il y a des activistes qui se font tuer tous les jours. Donc, le vrai monde des activistes, de la conviction et finalement de la capacité à changer vraiment notre société, qui était là, mais qui n'était pas reconnu par le vieux monde. Donc je voulais juste insister là-dessus, parce que oui, je pense que le pouvoir de demain, il devra évidemment faire toute sa place aux femmes si on veut que ça change.